Et donc, du coup, ce serait quoi pour toi pour qu'une personne ose prendre des risques? Ce serait quoi qu'il lui faudrait qu'elle développe éventuellement? Alors, moi personnellement, il y a vraiment ce côté l'aversion aux pertes. C'est-à-dire, si tu fais en sorte que les gens aient moins peur de l'échec, tout de suite tu encourages la prise de risque. À l'école, on t'apprend une aversion aux pertes qu'on a naturellement. Les humains ont naturellement une aversion aux pertes. Il y a certains humains qui naissent avec une moins grande sensibilité aux pertes, mais à l'école, on t'apprend l'aversion aux pertes, en particulier en France. On t'apprend qu'il vaut mieux rien faire que de foirer. Et tu vois que une note négative, à une époque, on filait des notes négatives. Encore aujourd'hui, tu as des gens qui donnent des notes négatives. Ça te dit quoi la note négative comme message? Ça te dit t'aurais mieux fait de rien faire. T'aurais mieux fait de même pas essayer. Cette mentalité du n'essaye même pas, c'est la première chose à désinstaller pour encourager la prise de risque. Quand on se casse la figure, on repart, on recommence. C'est ce que disait Steve Jobs pour la Silicon Valley. Ce niveau, tu vois, Elon Musk, Ouais. le nombre de fusées qui ont explosé. Mais en Il a mis son France, propre argent pour que ça mais fonctionne. oui, il a mis son propre pognon. Enfin, je veux dire, en France, c'est impensable. En France, c'est impensable. Tu aurais une brochette d'universitaires qui n'ont jamais pris le moindre risque de leur vie, qui auraient dit, mais regardez, ces fusées explosent, ça prouve bien que c'est un rigolo. Aujourd'hui, la famille d'Elon Musk a peur que les Russes l'assassinent. Parce que tu sais, quand tu vois les parts de marché qu'il a pris à Soyouz, quand tu vois aussi sur l'industrie pétrolière avec les Tesla, etc., bon, ce type est devenu un des ennemis numéro un de l'économie russe, malgré lui. C'était pas son but, il est allé Ouais, en Russie, il a dit je veux vous acheter des fusées, ils l'ont regardé, ils ont fait mais t'es qui, tu vois. Donc non, en France, on peut absolument pas avoir un Elon Musk parce il aurait été noyé sous 3 couches de ce qu'on appelle dans le dictionnaire d'Oxford, Furor Academicus, ça porte un nom depuis le XIIIe siècle. Ça qui est marrant, c'est que déjà à l'époque, tu sais, le mouvement scolastique au Moyen-Âge, avec des gens qui résonnaient comme des tambours, etc., déjà c'était écrit dans le Oxford, ce qu'allait devenir le Oxford English Dictionary, Furor Academicus. C'est même la raison pour laquelle Cambridge a été créé. D'ailleurs, c'était des universitaires d'Oxford qui avaient été chassés, les mecs avaient été bannis, et ils ont créé l'université de Cambridge, qui aujourd'hui est devant Oxford. Donc, on a eu notre période de prise de risque en Europe. On pourrait la revoir. La France, par exemple, a eu Suez, qui était vraiment l'époque du canal de Suez, c'est l'époque de la mentalité Jules Verne, c'est l'époque où la France risque tout, c'est la plus grande période d'exploration sur le plan de l'histoire de France. Et ensuite, la France se rate sur Panama, Ferdinand de Lesseps ruiné, à moitié fou, etc. T'as la Première Guerre mondiale, t'as les gueules cassées, c'est fini, on ne prendra plus jamais de risques à partir de là. Et un pays qui rémunère l'absence de prise de risque est un pays qui se met dans le formol, et c'est ce qui s'est passé depuis. Moi, je pense quelque chose qui aussi n'aide pas les gens à prendre des risques, dans le sens où si tu observes le système américain, nous, on a beaucoup de filets. Oui. Ça veut dire, bon, les gens, ils en sont contents, mais chômage, RSA, ça dépend etc. quel filet, parce que tu vois, d'un côté, si quelqu'un foire, il est banni, il est, comment dire, c'est l'anathème, quoi. Tu as des gens qui vont reparler de ça, qui vont te le ressouligner pendant des années, alors que tu regardes le cas américain, les gens foirent, ils recommencent, le patron de LinkedIn, le patron de Salesforce, tous ces gens qui ont été interdits bancaires, le patron de Zenefits qui avait un cancer des testicules, qui a raté plusieurs jobs, Jack Ma, putain. Jack Ma, c'est un bon exemple. Jack Ma, qui dit à ses enfants, n'ayez surtout pas plus de 13 de moyenne. Si vous avez plus de 13 de moyenne, vous êtes en train de mettre tous vos œufs dans le même panier, bande d'imbéciles. Le monde académique, il est en train de mourir. Le monde universitaire est en crise à l'échelle mondiale. Le système éducatif aujourd'hui n'est pas du tout adapté au monde actuel. Pas du tout. Mais donc du coup, parce que tu as quand même beaucoup de bagages universitaires. Ça m'a appris qu'il fallait pas l'avoir. Ok. Ça m'a appris, tu vois. Si c'était à refaire, j'aurais commencé à entreprendre tout de suite. Okay. Donc Parce pour toi, on n'a pas besoin de faire des études pour réussir concrètement. Non, pas du tout, ça on le sait. Non, mais on le sait depuis Léonard de Vinci. Léonard de Vinci n'a jamais été reconnu comme humaniste de son temps. Jamais. Il parlait ni latin ni le grec, donc il ne pouvait être reconnu comme humaniste. Quand il devait donner son pédigré, il mettait « Je suis Léonard, fils de l'expérience », puisque de toute façon, il n'avait pas fait Bologne ou Milan ou ce que tu veux, il ne pouvait pas dire « Je suis un humaniste très prestigieux de telle académie ». Et il a été, aujourd'hui c'est celui qu'on cite en numéro 1 quand on pense à l'humanisme, c'est Léonard. Eh ben, les gens seraient surpris de savoir que jamais de son vivant il a été reconnu comme humaniste. Donc on le sait depuis très longtemps, en réalité depuis l'Antiquité, tout simplement parce qu'un homme peut fonder une université, mais j'ai jamais vu une université créer un homme. L'humain est plus grand que toutes ses créations, c'est une réalité. L'humain est plus grand que toutes ses créations. C'est du loisir d'un humain de créer une université. Si un humain est bon, claque dans ses doigts,
il se concentre sur un grand problème mathématique, philosophique, etc., il peut créer une université. Jamais une université créera un humain. En France, on a cette subservience effectivement aux écoles, aux trucs. On pense que les gens sont grands parce qu'une école leur a attribué un... Tu sais, c'est la mentalité en fait profonde, médiévale, des patentes royales. Il fallait une patente pour ouvrir un moulin. Les Français aiment beaucoup ça. Est-ce que tu as une patente? Alors ça a survécu à la Révolution. La France n'a pas aboli les privilèges, elle les a simplement redistribués par concours. Donc les patentes sont toujours là. Tu avais quelqu'un qui pouvait contrôler, je crois que j'exagère même pas, le calibre des navets dans l'Ancien Régime. Alors t'achetais une charge royale de contrôleur des calibres des navets. Bon, peut-être combien t'en as aujourd'hui des contrôleurs de bidule chouette de deuxième classe, de première classe? C'est plus le roi qui délivre ses titres, mais c'est la même chose.